Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour à nos auditeurs qui nous suivent sur Guira FM. Nos salutations aussi aux téléspectateurs de la télévision centrafricaine. Bienvenue à cette conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Ce matin, nous avons comme invité le général Roland Zamora, chef de la composante police de la MINUSCA, qui est en fin de mission en République centrafricaine. Tout à l'heure, il aura l'occasion de s'adresser à vous, journalistes, et également aux auditeurs. Nous commençons cette conférence de presse par les activités qui ont marqué cette semaine. Dans le cadre des contacts avec les autorités locales et les populations, le représentant spécial du secrétaire général s'est rendu la semaine dernière à Bangassou. Sur ces images, nous le voyons avec des femmes et des jeunes de cette ville, tandis que le représentant spécial adjoint se trouve en ce moment à Bambari pour une visite de 2 jours. Vous connaissez un peu la situation dans cette ville. C'est pour montrer la solidarité de la MINUSCA, mais également l'engagement et la détermination pour faire face aux difficultés actuelles. Quelques images, une sélection qui ne résume pas tout ce que le général Zamora a fait pendant 3 ans et demi sur la terre centrafricaine. Sur la photo de gauche, la cérémonie qui a eu lieu la semaine dernière en son honneur. La photo de droite sur le terrain lors d'une des nombreuses missions qu'il a eu à effectuer. Le recrutement, le projet de recrutement des futurs membres des FSI ainsi que le renforcement des capacités font bien évidemment partie des principaux chantiers au cours de sa mission. C'est également un homme de terrain. Sur la photo de droite, un déplacement à Bambari. Et là, c'est une rencontre qui vient de s'achever avec des autorités locales et également la pose de la première pierre du centre de formation à l'aéroport de Bangui Mpoko. Il aura l'opportunité de parler de toutes ces activités. Un coup d'œil sur les statistiques des violations et abus des droits de l'homme au cours de la semaine écoulée. 42 incidents, 49 victimes, une baisse par rapport à la semaine dernière. Nous avons ici une liste des différents viols et abus des droits de l'homme qui vont du droit à la vie, à la liberté de détention, les violences sexuelles, la violation des droits à l'intégrité physique, etc. Nous parlerons de tout ça tout à l'heure. Quelques images des activités civilo-militaires, les casques bleus péruviens à l'hôpital de Bouar, photo de haut, et en bas, les activités des casques bleus bangladais à Bouar, mais également à Berberati. Et nous terminons cette présentation avec la photo de la semaine, les activités des jeunes du 1er arrondissement de Bangui, réunis pour des activités de sensibilisation sur le respect de la diversité culturelle et le vivre ensemble. Vous vous souvenez, la MINUSCA a annoncé en début de semaine la mort d'un casque bleu. Il s'agit du 5e soldat de la paix que la MINUSCA a perdu depuis début 2018, auquel s'ajoute une 50aine de blessés. La MINUSCA réitère sa vive indignation face à la multiplication des attaques contre ces casques bleus, dont elle salue le courage et le professionnalisme, et dénonce ces tentatives qui visent à entraver les efforts du gouvernement centrafricain, mais aussi de la mission pour la restauration de l'autorité de l'État. La MINUSCA réitère son engagement concernant la protection des populations, l'appui aux autorités nationales, mais également en vue de la réduction de la menace et la présence des groupes armés conformément à son mandat. Sur un autre plan, la MINUSCA salue le déploiement imminent des FACA dans la ville de Bangassou. Il s'agit d'un déploiement qui est prévu depuis environ 2 mois et qui permettra de sécuriser la ville, de lutter contre les groupes armés et de contribuer au retour à des conditions de vie normales pour la population. Les militaires FACA travailleront en étroite coordination avec les casques bleus déployés dans cette localité en vue de la sécurisation de la ville, notamment par le biais de missions conjointes.
Dans le cadre du respect des résolutions 2127 et 2399 des Nations Unies, une mission technique du secrétariat du comité des sanctions séjourne actuellement en République centrafricaine. Ils sont arrivés hier. Ils termineront leur mission le 15 juin. L'objectif, c'est d'identifier les indicateurs de suivi et de la mise en œuvre du respect du régime d'embargo et des sanctions sur la République centrafricaine. C'est une mission technique qui se déroule avec le soutien et la facilitation des autorités centrafricaines. La MINUSCA et l'UNICEF ont pris acte de la signature d'un plan d'action par le MPC pour prévenir et mettre fin aux violations graves commises contre les enfants, notamment le recrutement et l'utilisation de ces derniers. La MINUSCA et l'UNICEF rappellent que l'enrôlement des enfants par les groupes armés constitue un crime proscrit par le droit international. Il existe, comme vous le savez, un protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant leur implication dans les conflits armés et le gouvernement centrafricain a ratifié cette convention le 21 septembre dernier. La MINUSCA et l'UNICEF notent que la signature d'un plan d'action par la MPC constitue un pas dans la bonne direction, mais précisent qu'il faut aller plus loin et procéder à la libération par l'ensemble des groupes armés de tous les enfants actuellement enrôlés et dont la place est à l'école. Je parlais tout à l'heure de l'arrivée d'une mission sur l'embargo. Il y a également une autre arrivée depuis hier, celle de l'experte indépendante des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en RCA, Madame Marie-Thérèse Keita Bokoum. Elle sera en République centrafricaine jusqu'au 22 juin. Elle y rencontrera les autorités locales, les représentants du peuple, les autorités judiciaires, la société civile, le corps diplomatique et bien évidemment les Nations Unies. Au cours de sa mission, elle essaiera de voir un peu l'évolution de la situation sur les droits de l'homme depuis sa dernière mission qui a eu lieu en février dernier. Elle en rendra compte fin juillet au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Tout à l'heure, j'ai parlé des violations des droits de l'homme en République centrafricaine. Il s'agit d'une baisse par rapport à la semaine précédente. Cette semaine, il y a eu 42 incidents qui ont affecté au moins 49 victimes. Les principaux groupes incriminés sont, et c'est la première fois qu'on le mentionne ici lors de cette conférence de presse, les groupes criminels du PK5 qui sont responsables pour cette violation et abus des droits de l'homme. En termes de justice et renforcement des capacités, fin de 2 formations extrêmement importantes en direction du personnel pénitentiaire. Une première formation a réuni 100 personnels pénitentiaires et a porté sur les textes fondamentaux. Et cette formation permettra de réduire le nombre de violations des droits des détenus, tandis que l'autre formation pour les agents pénitentiaires, dont 15 femmes, permettra de contribuer au maintien de l'ordre public dans les prisons sans armes et au strict respect des droits de l'homme. Il y a eu au cours de la semaine également beaucoup d'activités sur le projet de réduction de la violence communautaire dans 5 villes essentiellement, à Boar, à Berberati, à Bria, Kagabandoro et à Bangassou. Vous le savez, c'est un projet extrêmement important que la MINUSCA mène avec d'autres partenaires, notamment l'UNOPS. Il y a beaucoup de bénéficiaires, des hommes et des femmes, qui reçoivent des kits et qui suivent des formations en vue du lancement d'activités génératrices de revenus. Je termine mon intervention par cette activité des jeunes du 1er arrondissement, n'est-ce pas? Une activité qui a été notamment présidée par le député du 1er arrondissement, honorable Augustin Agou. Et maintenant, j'invite le chef de la composante police de la MINUSCA, le général de brigade Roland Zamora, pour quelques mots sur son travail et son sentiment au moment de conclure sa mission en République centrafricaine. Mon général. Merci beaucoup, Monsieur Vladimir. Je suis heureux de vous retrouver. Je reconnais des têtes parmi vous, mesdames et messieurs les journalistes. J'étais venu vers vous, c'était en fin d'année,
en fin d'année 2017. Vous devez vous en souvenir pour vous parler de bilan. On était en fin d'année. Et là, aujourd'hui, je me propose de vous parler des réalisations et de des chantiers en cours de la composante police de la MINUSCA, autrement appelée une pôle. Permettez-moi tout d'abord de rappeler le mandat de la police de la MINUSCA, qui est en conformité avec celui, plus généralement, de la MINUSCA, conformément à la résolution du Conseil de sécurité numéro 2387. Nous apportons au quotidien un soutien aux forces de sécurité intérieure. Nous sommes là pour ça, le soutien aux forces de sécurité intérieure. C'est l'appui opérationnel du quotidien, dans l'exécution du quotidien, par exemple l'aide aux enquêteurs des unités de police, de gendarmerie, pour effectuer les enquêtes de police judiciaire, c'est cela. L'appui opérationnel au quotidien, c'est soutenir nos collègues à l'aéroport international Mpoko, pour les renforcer dans leurs tâches quotidiennes. Mais le deuxième grand volet, c'est le renforcement des capacités sur le moyen et long terme. Aider ces deux services en particulier, mais les FSI ne sont pas que la police et la gendarmerie, mais c'est les aider à se montrer plus professionnels dans l'exécution de leurs tâches. Et là, on parlera plutôt d'actions de moyen et de long terme, de recrutement de nouveaux policiers et de gendarmes, ou de refonte des textes qui régissent la police, la gendarmerie et les autres, des lois, des règlements, etc. Une pôle, c'est, très brièvement encore, c'est 2100 personnels. 2100 personnels, 17 cadres internationaux, 400 officiers de police individuels, 400 officiers de police individuels qui travaillent au quotidien auprès de leurs homologues des forces de sécurité intérieure. Par exemple, à Bangui, j'ai des UNPOL, des officiers de police individuels, dans tous les commissariats de police de Bangui et dans toutes les unités de gendarmerie, ainsi que dans des unités spécialisées, la SRI, la DSPJ, le port, l'aéroport, voilà. Donc, et 12 unités de police constituées. Une unité de police constituée, ce sont des policiers, des gendarmes du Rwanda, du Cameroun, du Sénégal, qui sont déployés à Bangui, majoritairement à Bangui, mais il y a aussi des unités constituées de police à Kagabandoro, à Abouar, à Bambari et à Bria, mais aussi quelques-uns à Bangassou. Là, il s'agit de faire du maintien de l'ordre, toujours en appui des forces de sécurité intérieure, de faire des patrouilles de sécurisation, pour montrer la présence de la MINUSCA. Sur le plan des réalisations, je dis bien des réalisations conjointes, qui sont toujours conjointes avec les FSI. On n'a pas vocation à se substituer aux FSI. Lorsque les FSI sont présents et opérationnels, on apporte une expertise, un soutien. On n'a pas vocation à remplacer les FSI. L'idée, c'est de préparer le désengagement progressif de la MINUSCA en permettant, dans le même temps, en permettant aux FSI de prendre leur destin en main et d'assurer les missions de police qui sont les leurs. Parmi les réalisations majeures, celle, à mon sens, que vous devez retenir, mesdames et messieurs, c'est la rédaction d'un plan de renforcement des capacités de la police et de la gendarmerie pour les 5 prochaines années. Plan qui a été validé par le chef de l'État, le président de la République, en novembre 2016. Et ce plan est entré dans une phase de mise en œuvre. Et je me félicite de ce que le ministre de la Sécurité publique, M. Wanze Lingi-Sara, a publié les 2 décrets qui ont été signés le 2 mai. Les 2 décrets qui mettent en place les structures de pilotage de ce plan.
C'est-à-dire que sous présidence centrafricaine, nous allons décider ensemble les actions à conduire au quotidien pour les FSI, hein, en termes d'équipement, en termes de formation, en termes de recrutement et en termes de refonte des textes, des lois, des règlements qui régissent la police et les gendarmeries. Donc c'est vraiment une avancée majeure. Une avancée majeure parce que ça va permettre aux bailleurs internationaux de se mettre autour d'une même table et de coordonner leur action pour le bien, pour le développement des forces de sécurité intérieure. Parce que le danger, c'est de prioriser à l'excès les FACA, qui sont en cours de déploiement, qui sont formés par IUTM, avec un excellent travail fait par IUTM, et d'oublier les forces de sécurité intérieure. Le pays a besoin non seulement de ces FACA, mais la Centrafrique a également besoin de ses forces de sécurité intérieure. Les forces de sécurité intérieure, c'est la lutte contre la criminalité. Il y a beaucoup de criminalité par des individus isolés, mais aussi par de véritables chefs de gangs, qui sont des gangs criminels. Et donc, il s'agit, dans le cadre de la lutte contre l'impunité, qui est un grand principe de la résolution qui nous lie, hein, d'enquêter et d'arrêter ces individus et de les présenter devant la justice centrafricaine. Et c'est le rôle premier des forces de sécurité intérieure, et c'est pour laquelle nous sommes si présents pour promouvoir ces forces de sécurité intérieure. Et au même titre que les FACA sont en train d'être déployés, avec réussite donc, dans plusieurs territoires de Centrafrique, nous prêchons pour que la même politique soit conduite à l'égard des forces de sécurité intérieure, ce qui veut dire aussi que la communauté internationale, que les bailleurs de fonds se retrouvent donc autour de la table, hein, pour définir les besoins pour autoriser ces déploiements. Hein. Retenez cela, FACA et FSI. N'oublions pas les FSI. Le deuxième grand volet, vraiment une grande avancée de la MINUSCA et de nos amis centrafricains, en particulier du ministère de l'Intérieur, c'est le recrutement de 500 policiers et gendarmes en 2017. Hein. De mémoire, c'est la première opération aussi importante de recrutement d'agents publics, hein, de fonctionnaires de l'État centrafricain recrutés depuis la crise. C'est une avancée majeure, parce que ces 500 jeunes qu'on a recrutés sur l'ensemble ou la quasi-totalité du territoire centrafricain, c'est la jeunesse centrafricaine et c'est le futur de votre pays. Hein. Donc des jeunes de la quasi-totalité du territoire, 23% de femmes, parce que les forces de sécurité intérieure ont besoin de femmes. Parce que les femmes, elles ne portent pas d'armes. Et les femmes présentent des capacités peut-être supérieures aux hommes quand il s'agit de mettre en route les mécanismes de réconciliation nationale. Parce que ce pays verra la lumière véritablement avec la réconciliation nationale. C'est pas la guerre, c'est ma conviction profonde. Au moment où je m'apprête à quitter le territoire centrafricain avec beaucoup de regrets, c'est pas la guerre qui va résoudre les problèmes de la Centrafrique. C'est lorsque tous centrafricains, ensemble, décideront de se projeter dans l'avenir et de travailler ensemble. Et d'où la nécessité de mettre en avant ces mécanismes de paix sociale, de réconciliation nationale, avec un rôle majeur des femmes, je le répète. Donc 23% des femmes, c'est une vraie réussite. C'est une vraie réussite. À ce stade, moi je profite que vous soyez là, Madame et Messieurs, pour remercier chaleureusement les autorités centrafricaines, à commencer par le ministre de l'Intérieur. Parce que ce recrutement n'a été possible que grâce à l'engagement résolu des autorités centrafricaines et du soutien politique que j'ai obtenu. Il s'est manifesté comment, par exemple? Il s'est manifesté en assurant la gratuité du dépôt des dossiers de candidature, pour éviter de mauvaises pratiques, pour éviter que celui qui ait plus d'argent, hein, il ait un accès plus facile pour devenir policier et gendarme. Non, tout le monde a droit à devenir policier et gendarme, à armes égales. Donc gratuité
des frais, absence de frais à l'occasion des dépôts de candidature. Deuxième aspect, c'est un recrutement. On a effectué un recrutement par préfecture, pour garantir cette représentativité de toute la Centrafrique. Parce qu'on aurait fait un recrutement national en recrutant les meilleurs des meilleurs, et bien évidemment on aurait recruté très largement des jeunes de Bangui. Parce qu'à Bangui, on est davantage scolarisé. Donc Bangui, Lombela Poloko. Et c'est pas ce qu'on voulait faire. Nous, on veut recruter des jeunes de toutes les sensibilités qui serviront toutes les communautés, partout où ils seront déployés. Et pour qu'on évite d'utiliser, que les saboteurs de la paix utilisent l'origine des policiers et des gendarmes comme prétexte pour refuser l'arrivée des FSI ou des FACA. Parce que ce prétexte n'aura plus raison d'être. Il y a un troisième aspect qui était cher à mes yeux, oui, c'est le recrutement des femmes. Si on est arrivé à recruter 23% de femmes, c'est parce qu'on a été les chercher, parce qu'on a défini, dans certains cas, des notes éliminatoires pour les femmes qui étaient moins dures que pour les hommes. Parce que les femmes, dans certaines régions, vont moins longtemps à l'école que les hommes, donc se retrouver mécaniquement désavantagés par rapport aux garçons. Donc, en fixant des notes éliminatoires moins basses pour les femmes, on s'est assuré une représentativité plus grande de femmes, d'où les 23%, d'où notamment des femmes de la Vakaga. Alors que si les règles avaient été strictement identiques pour les hommes et les femmes, nous n'aurions jamais eu, vous n'auriez jamais eu de femmes issues de l'autre extrémité du pays. Et nous avons besoin de tout le monde. Donc vous voyez ces trois exemples qui illustrent vraiment le soutien, le véritable soutien politique des autorités centrafricaines. Je sais que le président Touadéra a suivi de très près ce processus de recrutement. Je sais qu'il s'est adressé au représentant spécial pour qu'il soit décliné pour d'autres administrations, notamment les FACA, parce qu'il est inclusif. Alors ces 500 jeunes garçons et filles se trouvent actuellement dans les deux écoles, de police et de gendarmerie. Je vous invite à vous rapprocher des deux directions générales, si vous souhaitez aller à leur rencontre, avec leur autorisation bien sûr. Ils sortiront d'école au mois d'octobre, normalement, après 7 mois et demi de formation. 6 semaines, ils ont eu 6 semaines de formation commune, de formation commune, d'aptitude à la vie en communauté, c'est comme ça qu'il faut le dire. Ces 6 semaines sont suivies de 6 mois de formation de policiers et de gendarmes. Parce que ce qu'on attend d'un policier et de gendarme, c'est qu'il soit capable de faire de remonter à ses chefs des comptes rendus fiables de ce qui se passe localement, soit capable de dresser des procès-verbaux de police judiciaire, c'est ça le policier et un gendarme, de prendre des plaintes et puis de lancer des initiatives de police de proximité. Voilà, parce qu'il est important, il est essentiel, je dirais même, de tisser des liens de grande confiance entre la population et sa police et sa gendarmerie. Parce que la population, où qu'elle soit, y compris à Bangui, a beaucoup souffert de la crise, et elle a besoin des gens d'uniforme, pour leur présence, une présence qui normalement est rassurante. Et c'est une relation qui est, je dirais, la plus importante, une relation de proximité, de confiance entre les communautés, quelles qu'elles soient, vraiment quelles qu'elles soient, et leur police. Donc ça, c'était le volet grand chantier de fond de développement sur le moyen et long terme. Sur le plus immédiat, je veux vous donner
d'autres exemples, d'autres initiatives qui ont cours, hein, toujours en soutien et avec le partenariat des forces de sécurité intérieure. C'est ce projet de commissariat modèle que l'on est en train de mettre sur pied avec nos amis du ministère de l'Intérieur, aussi avec le PNUD, un commissariat modèle à Bangui, un commissariat modèle ou commissariat pilote qui aura vocation à être étendu dans les autres arrondissements de Bangui. Il s'agit de mettre le paquet, comme on dit, de mettre les effectifs, de mettre les moyens, ordinateurs, fournitures de bureaux, tables, etc., pour en faire une expérimentation, un commissariat modèle professionnel. Et on a décidé ensemble, toujours bien sûr sur proposition du partenaire centrafricain, de l'établir dans le 4e arrondissement. Donc le 4e arrondissement verra prochainement la mise en place d'un commissariat modèle. Voilà, modèle au sens de qualité du service public rendu aux habitants du 4e arrondissement. Et que ces habitants du 4e arrondissement viennent facilement, hein, non seulement pour déposer plainte, mais aussi pour donner des renseignements aux policiers, renseignements qui permettra aux policiers aussi de mieux connaître leur environnement et de mieux réaliser leur mission. Hein. Donc c'est vraiment ce projet. UNPOL sera très présent, renforcera ses moyens, qui seront donc renforcés dans ce commissariat, hein, en vue de propager ça dans d'autres arrondissements de Bangui. Il est important de renforcer le professionnalisme, la déontologie, hein, des cadres de la police et de la gendarmerie. Il est normal que tous les jours, un commissaire de la police rende compte au directeur général, hein, de l'activité de son unité. Hein. J'ai fait combien de patrouilles, j'ai arrêté combien de personnes, de criminels, j'ai contrôlé combien de véhicules. C'est des informations qui doivent remonter à la connaissance du directeur général de la police. Et de même, tous les jours, il est normal que le commandant d'unité, il sache, hein, qui est venu travailler, qui n'est pas venu travailler, pour quelles raisons, où sont ses effectifs. Donc c'est l'idée, c'est une démarche, hein, de professionnalisation accrue de nos amis policiers et gendarmes. Nous aidons aussi le ministère de l'Intérieur à créer deux unités spécialisées. L'une pour faire des enquêtes sensibles de violation des droits de l'homme. Hein, c'est toujours dans la perspective que l'État centrafricain soit en mesure de prendre complètement en charge de ses attributions. Donc des enquêteurs qui seront identifiés à la SRI et à la DSPJ. Et lorsqu'il y aura un crime grave, des violations sérieuses aux droits de l'homme, que ce soit à Bangui ou en province, eh bien nous les soutiendrons pour les projeter sur le terrain et pour les soutenir dans la réalisation des enquêtes, hein, pour que nos partenaires centrafricains et le lead, comme on dit, hein, soient au premier plan. On fait de même en matière d'arrestation. Les arrestations, certaines arrestations ne sont pas faciles. Vous avez des gens qui sont armés, des fois armés de AK-47. On ne peut pas envoyer n'importe quel policier, n'importe quel gendarme pour procéder à des arrestations qui peuvent être sensibles. C'est la raison pour laquelle, pendant 6 semaines, en décembre 2017, nous avons formé 60 policiers et gendarmes, 30 policiers, 30 gendarmes, qui ont eux aussi vocation à armer une unité. Et lorsqu'il y aura une arrestation sensible, eh bien, ces policiers et ces gendarmes auront reçu la formation, ils recevront bientôt les équipements spécialisés pour leur permettre, avec le soutien de la MINUSCA, d'effectuer ces arrestations. Parce qu'il faut arrêter, hein, ces individus qui, au faux prétexte de protéger leur communauté, hein, s'engraissent sur le dos de ces mêmes communautés et les terrorisent. Et donc, d'où l'intérêt
D'où l'intérêt de disposer de cette unité qui sera spécialisée donc dans des arrestations particulièrement sensibles, à Bangui ou en province. Trop souvent, les policiers et les gendarmes sont victimes de la rumeur. Alors il y a des choses, il y a peut-être souvent, quelquefois, quelque chose de réel dans la rumeur. Mais il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de manipulations. En s'appuyant sur la police technique et scientifique, c'est-à-dire sur le relevé d'empreintes, sur les photographies des gens qui sont interpellés, eh bien, on va appuyer la police judiciaire sur des éléments dits matériels, qui auront plus de force dans une procédure judiciaire et donc plus de force quand viendra l'heure du jugement, parce qu'on s'appuiera sur des faits établis, une empreinte qui a été relevée par les policiers et gendarmes sur les lieux d'un cambriolage, sur les lieux d'un homicide, ce qui permettra de confondre à coup sûr l'auteur des faits et pas la rumeur dit que ce serait un tel qui aurait cambriolé ou tué. Voilà, c'est ça l'intérêt de la police technique et scientifique. Il est temps de la mettre en œuvre. Nous avons reçu des mallettes de police technique et scientifique, avec le matériel technique pour faire les prélèvements. Nous avons commencé les formations, on pourra vous en dire plus si vous le souhaitez, mais c'est une étape importante aussi dans la professionnalisation de nos amis policiers et gendarmes. Je voulais aborder deux points, peut-être un peu plus rapides. C'est dans le cadre de la violation des droits de l'homme. Violation des droits de l'homme. Sachez, mesdames et messieurs, qu'on travaille en très étroite coordination avec la section des droits de l'homme de la MINUSCA, mais aussi la section justice de la MINUSCA, et que tout est documenté. Tout est documenté, c'est-à-dire tous les crimes qui sont portés à la connaissance de la MINUSCA. Même si les auteurs sont identifiés et pas immédiatement arrêtés parce qu'il n'est pas possible de procéder immédiatement à leur arrestation, tout est rentré en base de données. Et donc, ces individus qui commettent des crimes à Bangui ou ailleurs, eh bien, ils auront un jour ou l'autre à rendre des comptes. Et ces crimes sont documentés. Ils sont documentés. Et donc, ils seront mis à disposition de la justice, des juridictions pénales de droit commun de Centrafrique ou de la Cour pénale spéciale, pour que ces crimes ne soient pas oubliés. Ils ne peuvent pas oublier. Les victimes ne peuvent pas, les crimes ne peuvent pas être prescrits. Et c'est donc pour vous donner ce message que quand bien même des arrestations ne sont pas effectuées immédiatement, les crimes sont documentés. Ils sont documentés. Le dernier point, c'est des postes de police avancés. On a beaucoup de déplacés, vous le savez. C'est une illustration de la crise que vit la Centrafrique, le nombre de déplacés. Partout où il y a des camps de déplacés, ce sont des personnes victimes, ce sont des personnes, des femmes, des enfants, des hommes particulièrement vulnérables. Partout dans ces camps de déplacés, on met en place une pôle, la police de la MINUSCA met en place des postes de police avancés. Des postes de police avancés pour permettre à cette population des camps de venir s'épancher, de nous faire connaître leurs problèmes. Alors, dans les camps, il y a des responsables de camps, des responsables de quartier, les camps sont structurés, mais il faut une présence de la police. Le responsable de camp n'a pas d'autorité de police. Donc ces postes de police avancés que l'on est en train de généraliser, lorsque les FSI sont présents, on les tient ensemble, FSI, une pôle. Quand les FSI ne sont pas présents, on les tient seuls. Mais il est important
il est important qu'on assure une présence au plus près de ces populations particulièrement vulnérables, parce que dans les camps de déplacés, il y a aussi de la criminalité. Il y a des individus armés qui utilisent les camps pour se réfugier et pour poursuivre leurs activités criminelles, hein, voire trafic de drogue, trafic de munitions à l'intérieur des camps. Et donc il est très important d'assurer l'ordre public également à l'intérieur des camps de déplacés, parce qu'on y trouve des victimes, hein, des gens à qui on a déjà tout pris, mais aussi, malheureusement, des individus qui sont là pour encore terroriser davantage ces populations. Voilà, j'ai pris la parole peut-être trop longtemps. Je vous remercie de votre écoute, hein, je vais quitter le pays dans quelques jours, après 3 ans et demi de présence avec vous. Je souhaite vraiment que le pays retrouve la lumière, avec le processus de réconciliation nationale. Je quitte le pays en voyant une différence. Hein, je suis arrivé en décembre 2014. Bangui n'a plus rien à voir avec ce que Bangui était en 2014. Je ne dis pas que Bangui est stabilisé complètement. Hein. Je dis que je vois des populations qui circulent, je vois des échoppes qui se créent partout à Bangui. Je vois des embouteillages que je ne voyais pas avant. Donc je vois une évolution. Je comprends que cette évolution, elle ne sera jamais aussi rapide que vous le voulez. Hein, parce que vous voulez voir des choses, c'est parfaitement compréhensible. Mais les progrès existent, ils sont lents, mais ils existent. Voilà ce que je ramènerai à la maison. Merci Vladimir, merci Madame et Messieurs. Merci beaucoup. Nous allons prendre les questions. Radion Ndekeluka. Merci, je suis Fleury Koussani de Radio Ndekeluka. J'ai 2 petites préoccupations concernant Bambari. Vous avez salué le déploiement imminent des forces armées centrafricaines. Mais pourriez-vous nous dire quelles ont été les circonstances réelles de l'attaque des Fakas de Montpellier et qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Toujours à Bambari, dites-nous quelles ont été les circonstances réelles de la mort du Pascal. Donc, pardon. Ben, très rapidement, nous avons lu dans la presse de fausses informations. Nous avons lu dans la presse de fausses informations concernant ce qui s'est passé à Bambari, notamment l'incident concernant les FACA. Il y a eu même des écrits qui mettaient en cause certains de nos contingents. C'est complètement faux. Le contingent qui est mis en cause n'est responsable d'absolument rien. Qu'il soit mauritanien, qu'il soit gabonais, qu'il soit rwandais, qu'il soit gendarme, qu'il soit de la police, de la MINUSCA ou de la force de la MINUSCA, ils travaillent tous pour une cause commune, c'est-à-dire l'appui aux autorités. Donc, ces informations sont fausses et je tiens ici à les dénoncer. Vous avez entendu Madame la ministre de la Défense parler d'enquête. Attendons que cette enquête se fasse, soit conclue et vous aurez des informations. Concernant le casque bleu tué et l'autre blessé, ils ont été pris à partie par des éléments présumés à des anti-Balaka dans la ville. J'invite le commissaire à ajouter, s'il a d'autres informations, concernant notre travail et notre impartialité. Parce que l'impartialité, elle est
à la base de tout ce qu'on fait dans ce pays, à Bambari, à Bangassou ou ailleurs, à l'ouest, où le groupe Siriri est en train de mettre la pression également sur les populations et nous répondons de manière professionnelle. Je dirais simplement, merci, je dirais simplement que à Bambari, les policiers et les gendarmes, vous savez, il y a 90 policiers et gendarmes qui se trouvent en permanence à Bambari, qui sont présents depuis mars 2017, qui font un boulot remarquable à Bambari, hein, les policiers et gendarmes. Ils ont subi une attaque injuste, hein, ils ont été attaqués, ils ont été surpris, ils se sont ressaisis, et nous les soutenons. Nous travaillons conjointement avec eux, nous patrouillons avec eux, hein, de jour, de nuit. Nous les aidons à protéger le commissariat et le groupement de gendarmerie pour éviter qu'ils ne soient davantage menacés. Nous avons repris le contrôle, hein, avec les FSI de la ville. Et la ville est stabilisée. Ça ne veut pas dire que la paix est revenue. La situation reste précaire à Bambari, hein. Mais en tout état de cause, la MINUSCA contrôle le terrain avec ses moyens militaires, ses moyens policiers, ses moyens civils, hein. Bambari restera bien sûr sous contrôle de la MINUSCA, mais cela n'empêche qu'on doit porter une attention toute particulière à cette commune, pour laquelle toute la communauté internationale s'est mobilisée pour soutenir, hein, et notamment de gros efforts ont été faits pour réhabiliter les locaux de la police et de la gendarmerie, et ces efforts ne sont pas ruinés à cause d'individus qui ne veulent pas de la paix, Les FSI sont là-bas, ils resteront là-bas, ils participent du rétablissement de l'autorité de l'État à Bambari comme ailleurs, et nous continuerons de les soutenir de jour comme de nuit. Voilà. Merci. Le citoyen. Merci, je suis Odilon Koulassa, du journal Le Citoyen. J'ai trois questions à poser, monsieur le général. La première question est celle-ci. Vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas la guerre qui peut résoudre le problème de la République centrafricaine. Du moment où les groupes armés continuent dans la logique de la violence. Et la seconde question, vous avez passé 3 ans en République centrafricaine, vous avez vécu, comment jaugez-vous la situation sécuritaire aujourd'hui? Et la troisième question, il y a un risque d'ombragement au niveau de kilomètre 5. Il y a 3 jours, une tension au niveau du kilomètre 5. Comment mettre en place une mesure de prévention pour ne pas éviter tout débordement? Je vous remercie. Merci pour vos questions, hein. Trois questions. La première portait sur mes propos, sur non à la guerre, oui à la réconciliation nationale, hein, pour résumer. Ma réponse elle est simple. C'est ces 3 années de présence qui m'ont donné cette conviction. La crise, si on peut parler de crise, elle porte sur différents domaines. Elle est politique, elle est sécuritaire, elle porte sur le développement économique, le développement social. Donc, c'est pas qu'une histoire d'armes. Elle nécessite une réponse cohérente et globale.
Et ce n'est pas l'emploi d'armes qui va régler les problèmes de développement économique. C'est pas l'emploi des armes qui va régler le problème de l'emploi des jeunes gens de Centrafrique qui, eux, ne font pas de la guerre une profession. On n'est pas dans le monde, que ce soit en Centrafrique ou sur les continents, pour faire la guerre. On n'est pas là. On grandit pour construire une famille, pour vivre de son travail, pour construire sa maison. C'est ce que j'avais entendu, je m'en souviens, c'est une image qui est restée profondément gravée en moi, hein, où j'avais rencontré des anciens membres de groupes armés, hein, à Kagamandoro, et qui avaient déposé les armes et qui nous avaient dit, nous on aspire qu'à travailler, hein. Donc ils étaient en train d'apprendre à construire une maison, hein. D'autres apprenaient à réparer des motos, d'autres apprenaient à cultiver, mais les jeunes se régalaient. C'est ça qu'ils demandent, c'est pas tenir une arme. C'est pas une solution, tenir une arme. On ne construit pas une vie en tenant une arme dans les mains. Non. La vie, c'est construire une famille, c'est construire sa propre maison, et c'est de vivre de son travail. Et je suis convaincu que les jeunes n'attendent que ça dans ce pays. C'est pas une fin en soi, la guerre. Avoir une Kalachnikov, c'est pas une fin en soi. Partout sur la planète, les peuples avancent, mais ils avancent ensemble, en se tenant la main, et pas en se faisant la guerre. C'est la raison, hein, pour laquelle je dis, compte tenu de l'approche globale qu'il faut avoir, il faut être à la hauteur des enjeux, et être à la hauteur des enjeux, c'est que tout le monde comprenne que ce n'est pas la solution, et que la solution, c'est aller se projeter dans le futur, hein, savoir faire fi du passé, sans oublier les crimes. Les crimes sont imprescriptibles, mais c'est ça ma vision pour la Centrafrique. Parce que les jeunes qui tiennent des armes, si on continue à faire la guerre, eh ben leurs enfants auront des armes. Il y aura toujours des générations avec des armes. Et on n'en sortira jamais. Donc il faut la paix des bras, comme d'autres nations africaines l'ont fait. En Europe centrale, c'est ce qui s'est passé. On a eu aussi des conflits internes à certains pays, avec des chocs entre communautés. Mais ces pays sont arrivés à surmonter, parce qu'à un moment donné, tout le monde doit prendre conscience qu'il n'y a pas d'autre option. Sinon, c'est une guerre larvée, perpétuelle. Et le problème, c'est que les Nations Unies ne pourront pas être au chevet éternellement avec des générations qui, les unes après les autres, utilisent les armes pour régler leurs problèmes, alors qu'aucun problème de fond ne sera réglé. Le problème de fond, c'est le développement, c'est la sécurité. La deuxième question, elle rejoint un peu mes propos en conclusion, hein. J'ai parlé que sur le long terme, la situation sécuritaire s'est améliorée à Bangui, hein, depuis mon arrivée. J'en suis le témoin. Il reste la situation à PK5. Je ne peux pas dire que la situation soit satisfaisante à PK5, où on a des gangs criminels à PK5 et où la composante militaire de la MINUSCA, hein, porte un intérêt particulier, parce que ces gangs criminels ont vocation à être démantelés, hein, parce que derrière il y a des réseaux mafieux. Ces gangs criminels, ils ne protègent pas une communauté, ils terrorisent leur communauté, ils terrorisent leur propre communauté, hein. Il faut dire les choses, telles qu'elles sont. Mais hormis ce phénomène bien centré sur PK5, moi je vois clairement une amélioration de la situation. À Bangui, je vais parler de la province, mais à Bangui,
à Bangui quand je suis arrivé en Centrafrique en 2014, mais c'était aussi le cas toute l'année 2015. Certains arrondissements de Bangui étaient très agités. Je me rappelle de ce qui se passait à Boïrab, dans le 4e arrondissement. Boïrab était très agité. J'entendais la nuit les tirs de rafale. Les tirs de rafale, c'était pas PK5, c'était Boïrab, hein, avec des taxis qui étaient rançonnés, d'autres qui étaient enlevés, que les chauffeurs de taxi devaient payer des rançons pour récupérer leur taxi. Je me rappelle de la station essence qui est pas loin du lycée de Bouganda, qui était régulièrement braquée. Et le 8e arrondissement était aussi agité. Donc la situation s'est améliorée avec les FSI, hein, avec les FSI et avec le soutien de la MINUSCA. Maintenant, je me répète, ça ne va pas assez vite. Ça ne va pas assez vite pour vous, ça ne va pas assez vite pour nous. Mais vu la situation, il faut comprendre qu'on part de loin, hein, et donc ça nécessite peut-être plus de temps. Je comprends l'impatience. Je vous livre mon sentiment personnel. En province, la situation sécuritaire, selon les régions, elle est instable. Certaines régions sont stables, où on peut construire avec sérénité un véritable état de droit, et d'autres régions, ça ne l'est pas encore. D'où l'importance de déployer l'État. De déployer les FACA et les FSI. Voilà, il ne faut pas laisser à d'autres les prérogatives qui doivent revenir à l'État centrafricain. C'est d'où notre soutien résolu, le soutien résolu du représentant spécial et des hauts responsables de la MINUSCA pour soutenir le déploiement des FACA. On se réjouit du déploiement des FACA à Pawa, à Ouro. Moi, je me réjouis, hein, du déploiement des FSI à Bambari, à Bouar, parce que c'est comme ça que la situation de restauration du calme à Bangui va se propager au reste du pays. Hein. Évidemment, si l'État n'est pas présent, la criminalité s'installe. En l'absence de l'État, c'est des criminels, hein, qui prennent le pas. Donc il faut retourner la relation, hein, consolider, renforcer l'État, et de fait, ça réduira la force, l'importance des groupes armés. Sur le PK5, je ne suis pas le mieux placé, hein, puisque pour répondre à cette question, hein, comme je vous l'ai dit, la force de la MINUSCA, elle travaille à cela. Je sais que tous les jours sont organisés des COSEM, hein, des COSEM entre la MINUSCA, la police et la force de la MINUSCA, mais aussi les FSI. Hein, je crois que les FACA sont également représentés pour échanger le renseignement, hein, parce qu'il n'est pas concevable de monter une opération, de faire des actions en profondeur dans le PK5 si on n'a pas des renseignements précis. Voilà, des renseignements précis. La zone de PK5 est fortement urbanisée. On n'intervient pas, on ne fait pas une opération de police, on ne fait pas une opération militaire dans PK5 sans savoir exactement où on va et ce qu'on fait. Voilà ce que je voulais vous répondre sur cette question. Enfin, sur ces trois questions. Radio Notre-Dame. Merci, je suis Constant Bangeman, Radio Notre-Dame. J'ai quelques préoccupations par rapport à la situation sécuritaire. La première concerne le recrutement des 500 gendarmes et policiers et le déploiement la formation des FACA. Face à la situation qui prévaut dans le pays avec la montée en puissance de l'insécurité, la MINUSCA qui est censée accompagner ou appuyer la République centrafricaine a procédé à la formation de 500 gendarmes et policiers.
Et la formation des FACA, ça fait presque un bataillon. On parle d'un bataillon qui est formé périodiquement. Alors qu'ailleurs, dans certains pays qui ont connu la situation similaire de la République centrafricaine, c'est presque toute l'armée qui est formée et toutes les forces de sécurité intérieure qui sont formées. Et pourquoi cette situation en République centrafricaine? Là, c'est une préoccupation face à la situation qui prévaut. Une autorité de la MINUSCA a même dit que... Votre question. Oui, une autorité de la MINUSCA a même déclaré que la MINUSCA ne pourra pas mettre un soldat derrière un centrafricain pour assurer sa sécurité. Ça a été dit. La deuxième préoccupation, c'est par rapport à l'opération conjointe MINUSCA-FACA sur le terrain, peut-être avec les forces de sécurité intérieure. On se rend compte que si ces forces essaient de mener une action, on leur demande, ils doivent obtenir l'autorisation. C'est sous le commandement de la MINUSCA. Alors que la MINUSCA a déclaré qu'elle est là pour appuyer l'action du gouvernement, l'action des forces armées centrafricaines et des forces de sécurité intérieure. Mais pendant l'opération, c'est la MINUSCA qui donne des orientations à suivre. Voilà ces préoccupations que je voudrais relever. Sur la formation des militaires, le général l'a dit dans ses propos introductifs que c'est le UTM, la mission technique de l'Union européenne, qui en a la charge, même si la MINUSCA apporte son soutien d'une manière globale aux politiques de défense. Sur qui commande, nous l'avons toujours dit, le plus important, ce n'était pas le cas dans le passé, et on l'a fait, c'est la MINUSCA et les autorités nationales. Nous avons déployé les forces de sécurité intérieure à Bambari, où il y a ce travail conjoint avec des résultats. Il y a eu ce déploiement à Pawa avec des résultats conjoints. Il y a eu récemment le déploiement également des FACA sur cet axe pour protéger la partie Kagabandoro en descendant vers Sibut. Encore une fois, travail ensemble et bientôt Bangassou, sans oublier Obo. Le plus important, c'est qu'ensemble, ces deux partenaires apportent la sécurisation aux populations. Et c'est ce qu'il faut surtout retenir. Nous ne voulons pas entrer dans ce débat qui ne vise qu'à diviser les deux parties, MINUSCA, FSI et Forces de défense nationales. Nous travaillons ensemble pour réduire la présence et la menace des groupes armés. Moi, je peux parler du recrutement des 500, de ce que je connais particulièrement bien. Merci pour poser cette question pertinente. Cette opération a vocation à être renouvelée, c'est-à-dire à recruter à nouveau 500, de faire des promotions, 500 policiers et gendarmes, parce qu'il faut renouveler progressivement les forces de sécurité intérieure. Il y a beaucoup de policiers, de gendarmes âgés dans les forces de sécurité intérieure. Donc il faut renouveler les générations et recruter de jeunes gens, voilà, et les former. Et la bonne nouvelle, je rencontrais il y a quelques jours le ministre de la Sécurité publique, le général Mwanze, qui me déclarait qu'il préparait déjà le recrutement d'une deuxième promotion de 500 policiers et gendarmes. Donc nous allons continuer le mouvement. Les deux écoles de la police et de la gendarmerie peuvent chacune accueillir 250 jeunes. Donc c'est vrai, c'est des capacités d'accueil limitées. Mais voilà, au moins continuer ce mouvement. Il est essentiel de poursuivre ces opérations de recrutement, et donc, je vous dis, le partenaire, nos amis du ministère de l'Intérieur travaillent dessus, et nous allons les soutenir pour essayer de renouveler cette réalisation qui a donné satisfaction, à commencer par le chef de l'État, le représentant spécial. Merci. Une dernière question.
Ok, on va prendre ACAP et Bangui FM. Bangui. Merci de m'avoir donné la parole. Je suis Jocelyne Nadège Kokada de l'OIFM. J'ai une petite préoccupation. Que préconise la MINUSCA face à la menace de l'UPC qui aurait promis de s'attaquer la MINUSCA et les forces de l'ordre? Je vous remercie. La CAP. Bonjour, c'est Jonas Sanguim de la CAP. Une petite préoccupation aussi de la part de la population qui, en disant là-bas, servir et protéger. Comment vous servez la population et vous protéger? Quand bien même que la population souffre, c'est-à-dire pleure de tout ce que nous sommes en train de dire ici, la population n'est pas totalement d'accord. La population est très préoccupée. On veut vous voir seulement sur les actions et sur le terrain, mener des actions fortes pour éradiquer à tout ce qui se passe en République centrafricaine. Beaucoup disent que vous êtes sur la parole et non la pratique. Qu'en dites-vous et qu'en pensez-vous? D'abord, Bangui FM. La première chose, c'est que je voudrais rappeler que l'UPC est engagé dans ce processus de dialogue. Il fait partie des 12 sur 14 groupes armés qui ont accepté de répondre favorablement à l'appel du chef de l'État. Il prend part aux activités du Conseil consultatif et de suivi. Il participe aux rencontres avec le panel de l'Union africaine. Donc, l'appel, comme l'a dit le général ici, puisque la solution, c'est à travers le dialogue, qu'il reste dans cette logique de dialogue. Mais en même temps, ça a été dit par nos responsables, nous utilisons la force lorsque les populations sont menacées, nous utilisons la force lorsque les institutions sont menacées, nous utiliserons également la force si les casques bleus ou le personnel des Nations Unies, d'une manière générale, sont menacés. Donc, s'ils menacent de s'en prendre, et vous avez vu la réaction de nos forces il y a 2 semaines à Bambari, ça prouve que nous sommes dans ces deux logiques. Encourager ce dialogue, parce que c'est par le dialogue que viendra la solution, mais frapper lorsqu'il faudra frapper. Et pour répondre aux questions de la CAP, en ce moment, nous sommes engagés sur au moins 6 fronts. Nous sommes engagés sur 6 fronts, sans compter les postes militaires avancés un peu partout. Nous sommes engagés dans la partie sud-ouest avec le groupe Siriri. Nous sommes à Bangassou, nous sommes à Bambari, nous sommes à Kagabandoro sur cet axe jusqu'à Sibut. Nous sommes également à Pawa. Nous ne sommes pas là-bas en tourisme. C'est des gens qui sont engagés et cet engagement a coûté la vie à 5 casques bleus, une 50aine de blessés. Donc, il y a cet engagement avec le recours aux armes. Mais il y a également des mesures préventives et le général en a parlé. La présence, la création de ces postes avancés dans les camps de déplacés un peu partout, ce travail en appui. Il y a de la prévention. Et il y a un engagement sérieux et c'est ce message que nous voulons passer aux populations, les rassurer de la détermination de la MINUSCA par rapport à la mise en œuvre de son mandat. Général. Non, je n'ai rien à rajouter. C'était à mon sens très clair. Très clair. Merci beaucoup. Nous tenons encore une fois à vous rendre hommage, notamment ce travail que vous avez eu régulièrement avec les journalistes, parce que le partage d'informations en direction des journalistes et de la population d'une manière générale est extrêmement important pour que les gens comprennent la mission de la MINUSCA, le mandat de la MINUSCA. Merci aux journalistes, merci aux auditeurs qui nous ont suivis sur Guira FM. À très bientôt.